Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la programmation culturelle des Beaux-Arts de Paris. Ce soir, pensez le présent et grâce à la complicité de Frédéric Niedermeyer, mais aussi d'Olivia Clerc, a l'immense honneur de recevoir Emmanuel Mouret, qui est réalisateur, acteur, scénariste. Il a réalisé 10 longs métrages, dont le dernier, qui était les choses qu'on dit et les choses qu'on fait en 2020, mais aussi un moyen métrage qui est son film de fin d'études à la FEMIS et plusieurs courts-métrages. Il a été acteur dans ses courts, mais aussi dans ses 7 de ses longs-métrages et dans le film de Claire Simon, Les Bureaux de Dieu. Il est enfin le seul scénariste de chacun de ses films. Alors, plutôt que de faire une présentation pour tenter de définir votre œuvre, Emmanuel Mouret, parce que je pense qu'au maintenant, au bout d'une vingtaine d'années, on peut parler d'œuvre, je souhaite montrer une courte séquence du début de L'Art d'aimer, qui est un long métrage de 2010, qui était le 6e. Et c'est une séquence de dialogue entre Julie Depardieu et Pascal Arbillot. C'est une séquence qui fait 3 minutes. Un an, tu sais qu'à ton âge, un an c'est énorme. Tu devrais être dans une des phases les plus actives de ta vie. Un an à ton âge, ça correspond à 5 ans dans le calendrier de la vie sexuelle. Ah bon? Sans compter que c'est très important pour la santé. Toutes les études démontrent qu'une sexualité accomplie fortifie notre organisme, notre cerveau, nos humeurs. C'est vrai? C'est presque une question d'hygiène. Hein. Si les gens faisaient plus l'amour, ils seraient moins souvent malades. Et sans doute le trou de la sécurité sociale serait moindre. Rencontre quelqu'un. Oh, c'est facile à dire. Toi, t'es avec quelqu'un que tu aimes et qui t'aime. C'est comme pas de ma faute si je tombe pas amoureuse. Mais en attendant, tu pourrais faire quelques petites rencontres pour te faire un petit peu du bien. J'y arrive pas. Je suis trop timide. Puis, rencontrer quelqu'un uniquement dans ce but-là, moi, ça me met mal à l'aise. Pourquoi tu ne demanderais pas à un ami? Comment ça? De nouveau, beaucoup de femmes et d'hommes seuls pratiquent l'amitié sexuelle. Ça a beaucoup d'avantages. Tous mes amis hommes sont en couple. Michel est avec Joël, Eric avec Mélanie. Et Tristan? Il vient de rencontrer quelqu'un. Ah oui. Et Bernard est en Australie. Et Jérémy est avec toi. Idéalement, si le monde était mieux fait, il faudrait que nous partagions nos âmes avec des copines célibataires. Qu'est-ce que tu peux dire comme bêtise, toi? Non, je suis sérieux, je suis pour le partage et la redistribution des richesses. On paye bien des impôts à la communauté afin d'aider les plus pauvres. Quand on a la chance d'avoir une maison de campagne, on y invite bien des amis qui ne savent pas où aller en vacances. Alors pourquoi on ne prêterait pas son compagnon à celles qui en sont démunies? Ça devrait faire partie des traditions. Mais faire l'amour, c'est quand même pas un geste comme les autres. Si l'on regarde les choses en face, il ne s'agit que d'un massage qui ne se fait pas qu'avec les mains, rien de plus, rien de moins. On n'a pas besoin d'être amoureux d'un kinésithérapeute pour qu'il nous fasse un massage. Réfléchis 2 secondes. Qu'est-ce que tu dirais si Jérémy couche avec une autre? Que Jérémy couche avec une femme dans mon dos ou que Jérémy couche avec une femme parce que je le lui ai demandé, ce sont 2 choses complètement différentes. Sincèrement, s'il couchait avec toi pour te faire du bien, non seulement je ne serais pas jalouse, mais en plus je serais fière de lui. Voilà. Donc on peut avoir une très belle salle et un très mauvais signal sonore. Et une mauvaise qualité d'image, donc c'est ce qu'on rencontre aux Beaux-Arts de Paris, mais bon, ça nous permet juste d'avoir une scène d'introduction, parce que ce qui est important ce soir, je crois que c'est la parole d'Emmanuel, et donc cette séquence, c'est selon moi un condensé de ce qu'est votre cinéma, un cinéma qui contient des personnages dont la vie s'ordonne par rapport à leur vie amoureuse, quand elle ne se confond pas avec elle, un décor apaisé, éloigné des tensions sociales, un cinéma où chaque séquence possède une inventivité qui pourrait être un projet de long métrage, et essentiellement, surtout, un cinéma où le dialogue prend la place du récit, où le suspense vient de l'art de la parole. Alors, toute chose sur laquelle on reviendra. Tout d'abord, je voudrais revenir sur votre premier moyen métrage, le film séminal, si je puis dire, promène toi donc tout nu, avec une intrigue simple qui se passe à Marseille, où le héros, joué par vous-même, Emmanuel Mouret, ne souhaite pas se mettre nu devant sa compagne et préfère être en pyjama. Bon. Son refus entraîne une série de péripéties qui lui permet d'expérimenter son désir et aussi sa sexualité. Donc, le titre, j'imagine qu'il est un hommage à Feydeau, à une comédie en un acte, qui est celle Mais ne te promène donc pas toute nue, une comédie qui avait été créée en 1911, qui a été reprise ensuite en 1936 avec Arletty. Et donc, si ce film séminal
ce long métrage, mais qui fait 50 minutes à peu près. Hein. Donc, si ce film met en place déjà tous ces éléments, et qu'il cite Feydeau, est-ce que c'est parce que le théâtre jouait un grand rôle dans votre vie? Je crois que vous avez été aussi acteur, vous étiez au conservatoire au moment où vous étiez aussi à la Fémis, c'est ça? Ou c'est avant? Comment ça s'est organisé, cela? Alors ça s'est organisé que j'ai eu la chance d'avoir un petit peu de moyens lorsque j'avais 19 ans pour réaliser un court-métrage en film, une subvention de région. Et ça a été une expérience assez traumatisante parce que j'étais extrêmement intimidé par le rapport aux comédiens. Et puis j'avais aussi traumatisante parce que je me suis aperçu sur le tournage que je n'étais pas très sûr de mon scénario. Et suite à cette expérience, j'ai décidé de m'inscrire dans un conservatoire d'art dramatique. Donc c'est après la Fémis alors? Ah non, c'était avant la Fémis. D'accord. La Fémis, je l'ai fait après. Donc là, j'avais 19 ans. Il y a 20 ans, je me suis inscrit. J'ai commencé mes études à la Fémis et j'avais 24 ans. D'accord. Et donc non, le rapport au théâtre a été quelque part, il n'y a pas de rapport au départ, puisque même, je veux dire, je pense que presque mon goût du cinéma s'est fait peut-être même au départ un peu contre le théâtre. Peut-être parce que je n'étais pas tombé dans les bons endroits étant jeune pour l'aimer, pour avoir ce plaisir en tout cas. Mais j'ai découvert le théâtre plus par la suite, à la fois en faisant ce conservatoire, ça a été une période assez passionnante. Et petit à petit, en découvrant que beaucoup des films de l'âge classique, l'âge d'or, je veux dire, du cinéma, étaient souvent, on va dire, adaptés d'une pièce de théâtre. Également aussi que beaucoup des cinéastes que j'admirais venaient parfois du monde du théâtre ou admiraient le monde du théâtre, et leur ambition était de rehausser le cinéma à la hauteur de ce que pouvait être une certaine idée du théâtre. Et peut-être aussi en ayant aussi découvert dans ces années-là le cinéma de Guitry, comme celui de Pagnol que je connaissais déjà, où ces auteurs que je trouve très riches avaient en tout cas un rapport avec la scène, même si je qualifie leurs films comme des films de cinéma. Et si c'était Feydeau, alors c'était plutôt un clin d'œil qu'une volonté de s'affirmer? Non, enfin un clin d'œil évidemment, parce qu'il fallait trouver un titre et que je trouvais que c'était un titre, voilà, il n'y avait pas un clin d'œil, mais c'était également un auteur qui à ce moment-là m'intéressait beaucoup. Et au théâtre, vous travailliez sur des scènes qui étaient des scènes qu'on vous proposait, ou vous écriviez déjà, vous avez commencé déjà à écrire vos non, la vos formation que j'avais dans ce conservatoire, c'était une formation extrêmement classique avec des scènes du répertoire. C'est ce qui m'a fait lire une partie du répertoire, rencontrer le théâtre classique, découvrir Marivaux par exemple, voilà. Et donc oui, ça a été et j'étudiais en parallèle le scénario, et parce que j'avais entendu dans une certaine forme de naïveté Jean-Luc Godard qui disait seuls les Américains savent raconter des histoires. Alors j'avais étudié un peu tous les manuels de scénario pour apprendre à raconter des histoires. C'est ce que je trouvais de pas réussi dans cette première expérience. Et c'était très intéressant de confronter, on va dire, ces études de scénario à celles du travail sur les scènes, et notamment évidemment sur le dialogue. Et on a vu dans cette première séquence l'importance des textes. Comment vous les avez élaborés, ces textes? Alors, vous les avez élaborés d'abord dans votre tête, vous les testez avec des amis avant de les proposer à vos comédiens. Comment est-ce que vous faites? C'est d'abord un travail à la table, essentiellement, ou vous les testez dans une série d'improvisations avec
Non, j'ai eu, et puis comme je sais qu'il y a quelques étudiants ici, j'ai eu un gros problème, un gros souci étant étudiant, c'est que c'est justement pour écrire les dialogues. Je me disais, mais comment être honnête d'une certaine manière et faire parler des personnes qui peuvent être dans des situations de sexes différents, de positions sociales différentes, d'âges différents. Voilà, j'ai qu'une 20 ans et des poussières. Et comment je peux voilà, me sentir légitime? Et je ne me sentais pas légitime à écrire des dialogues et je ne me sentais pas ce talent de caricaturiste ou d'observateur qui est capable de reproduire. Donc j'étais absolument perdu et au point oui, oui, Mais comment c'est devenu votre point fort alors? Alors, il s'est venu à un moment donné où j'étais tellement bloqué, je souffrais tellement d'un blocage de ne pas pouvoir écrire de dialogue, qu'un jour je me suis dit, eh ben tant pis, je vais écrire, je vais faire parler tous mes personnages comme moi je parle et comme je ressens les choses, évidemment en allant dans le sens du récit que je veux donner. Et donc je vais moi me mettre à la place de tous les personnages. Et tant pis ce qu'on me dira, ça sera comme ça, je ne sais pas faire autrement, je ne peux pas faire autrement, je veux quand même faire des films, donc je vais tenter comme ça parce que voilà, je ne peux pas faire autrement. Et, et ça a été une expérience assez révélatrice parce que je me suis aperçu que les gens en lisant le scénario s'apercevaient peu que c'était la même voix qui parlait à travers tous les personnages. Et surtout, quand les comédiens ont commencé à interpréter, ils les ont incarnés avec leur propre corps, leur propre voix, leur propre tempérament, façon d'être. Et d'un coup, voilà, naît le personnage qui est cette chose hybride, sortie de l'imagination, de mon ressenti, et puis qui passe par le ressenti des interprètes. Et j'ai trouvé ça très excitant et beaucoup plus honnête. Et finalement, ce chemin qui m'a semblé au départ, voilà, peut-être un peu particulier, enfin qui ne ressemblait pas à ce que j'imaginais. J'étais dans une idée de représentation d'une réalité, d'un réel. Ce chemin à la fois ressenti et factice m'a procuré beaucoup d'excitation pour la suite. Et surtout, m'a fait saisir que les auteurs que j'admirais, comme Guitry ou Marivaux, procédaient au final, je présume un peu par ce même moyen. Enfin, voilà. Parce que moi, je me suis toujours demandé si vous faisiez un travail à la table du type, je sais pas, Patrice Chéreau, ou si vous étiez à guetter les conversations, voire à les enregistrer, voire à prendre des notes. Non, tout vient de... c'est plutôt à la Marivaux, c'est-à-dire que c'est votre propre logique qui se met en place. Alors, mes personnages développent souvent des logiques, mais pas que mes personnages, dans plein de films, on essaie de trouver une logique et c'est vrai que beaucoup de choses procèdent de ça. Alors je le dis souvent, ce sont des personnages qui ont des idées, qui ont des désirs, souvent qui désirent aussi être des gens bien. Et je me suis aperçu avec le temps que beaucoup de choses, des dialogues procèdent de comment les personnages, même entre eux, vont s'arranger avec leurs désirs et leur bonne conscience, si je simplifie vraiment. Et cette logique procède de trouver quelque part des arrangements portés parfois par aussi des idées utopiques comme l'extrait que vous avez montré en témoigne. Donc oui, ça part un peu de ce bricolage que voilà que je pense que je suis parti. Je ne pars pas de l'idée de représenter le monde tel qu'il est, de représenter la réalité. C'est pas mon point de départ. Il y a un aspect qui est très important dans votre travail, c'est le burlesque. Hein. Je voudrais montrer la deuxième séquence. Si on peut baisser la lumière. Qui est une séquence qui est peu dialoguée.
Ouais, ouais. Non, enfin, comme je dois installer des rideaux chez moi, je regarde comment c'est fait. Je veux pas que j'aille te faire l'autographe, hein. Bien. Non, enfin, comme je vous ai vu pour de vrai, en fait, ça me suffit. Ok, pas de souci. C'est là que j'ai compris que j'avais un problème avec l'alcool. Et j'ai décidé de consulter un spécialiste. Enfin, faites comme si j'étais pas là. Enfin, j'écoute pas. Voilà, donc une séquence qui est burlesque. Justement, quel est votre rapport là, donc au spectacle, au divertissement? J'imagine que vous citez Black Edwards. Il y a un générique très particulier qui est parfois utilisé dans vos films. Comment ça se situe? Alors, je ne saurais pas comment l'articuler. Ça se situe plutôt dans une certaine forme d'admiration pour, vous citiez Black Edwards, Buster Keaton, Charles Chaplin, Jerry Lewis. Essentiellement du burlesque américain, alors. Oui, ou même j'avais été marqué étant jeune par Pierre Richard. Voilà. Donc il y a quelque chose en effet de très enfantin derrière ça. C'est un film qui mêle et du burlesque et une intrigue très sentimentale et morale. Ça procédait peut-être comme oui, un désir de film. Je n'ai pas pensé à rendre hommage comme ça, mais je sais, et puis je sais que mon producteur aussi est très sensible au burlesque. Donc le film est parti un peu. Ça ne procède pas forcément d'une. Il faut situer la scène, donc c'est la scène de Fais-moi plaisir, hein. Donc ce film qui est votre, je sais plus, c'est votre, je l'ai noté, mais je l'ai plus en tête là, dans votre filmographie. C'est le 5e. C'est le 5e, et donc il se passe chez le président de la République, et donc se noue toute une intrigue entre Emmanuel Morès, c'est-à-dire vous, et puis la fille du président, qui est jouée par Judith Godrèche. Je pense en tout cas, pour répondre à la question, je pense que j'ai eu et je demeure avoir un grand goût pour la maladresse, et pour la maladresse au cinéma. Les personnages de maladroit, c'est peut-être un peu ma première, quelque part, rencontre au cinéma. Et puis aussi cette forme d'intuition que on demeure, d'où notre fascination pour les grands maladroits, c'est qu'au fond de notre conscience, on demeure dans cet état permanent de maladresse, c'est-à-dire on est tout le temps confronté à des situations auxquelles il faut s'adapter. Et donc évidemment on a les moyens de le cacher, de ne pas être atteint, mais il y a quelque chose au fond de nous que je ressens comme cet état, en tout cas cette façon, oui, d'être maladroit. Et en même temps, les maladroits que j'admire au cinéma sont aussi des gens très habiles. Donc oui, il y a une certaine forme de fascination pour la maladresse. Oui, parce que vos maladroits, si on prend le cas de Pierre Richard, par exemple, il est maladroit dans son corps et dans ses mots. Ce qui est assez étonnant chez vous, c'est qu'il y a une sorte de dichotomie, il y a un écart très fort entre le corps et les mots. Les corps peuvent être très maladroits et l'esprit est très vif.
il s'organise, comme on l'a dit chez Marivaux, avec une série de répliques qui sont presque dans une organisation mathématique du discours. Et ce que représente d'habitude le cinéma, c'est souvent des corps habiles, forts, et des esprits maladroits. C'est ce qui permet de situer dans un certain lieu social le corpus. Vous, il y a cette maîtrise des paroles et de l'écriture, cette dichotomie, cette maladresse du corps et l'aisance de la parole. Est-ce que c'est une façon de faire apparaître la fragilité d'une classe sociale, souvent pleine d'assurance dans les civilités, ou est-ce que vous voyez ce que je veux dire, ou est-ce que c'est une façon d'être comique et aussi politique en inscrivant cette fragilité dans des corps qui maîtrisent parfaitement la parole? Je pense qu'il n'y a pas quelque chose d'intentionnel, il y a encore moins une volonté en tout cas de discourir sur quelque chose. J'allais dire, je pars davantage d'un ressenti, comme je le disais sur le personnage, et c'est de ce ressenti que procède, de ce ressenti, des rêveries aussi dans mon... qui procède aussi d'un ressenti et d'une excitation à faire des films. Mais moins de vouloir porter un discours sur les choses, même si on peut en développer. Donc non, juste cette intuition, mais qui m'est propre, que la maladresse ou cette façon d'être en permanence, de devoir s'adapter à une situation nouvelle en permanence, ce qui rapproche, voilà, voilà, m'intéresse, me saisit. C'est ce moment, voilà, cette façon, on doit tout le temps s'adapter à une situation nouvelle. Ce que représentent physiquement les personnages maladroits. Et même ceux qui discourent bien se rattrapent. Ça veut dire peut-être... comme je disais, on passe par des arrangements et on met du temps à trouver les bons arrangements pour retomber sur ses pieds, retomber sur sa bonne conscience, etc. Dans ce film, on l'a dit, il ne s'agit pas d'un château, mais de la demeure du président de la République, hein, qui pourrait être le roi. Pour y accéder, Jean-Jacques, le héros, déambule dans des passages secrets, accompagné de la fille du président, qui pourrait être la princesse, qui, après une chute malencontreuse, se réveillera auprès de son prince Rodolphe. Il y a une scène avec Annette, la servante, où sont accrochés au mur, puisque le héros se retrouve chez la servante, où sont accrochées toute une collection d'anciennes clés, qu'on pourrait qualifier d'objets magiques. Et il y a 4 sœurs d'Annette qui apparaissent comme autant de lutins. L'évocation du merveilleux est encore plus explicite dans le dernier film, hein, dans les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, où Daphné habite une riche demeure qui surplombe un paysage évoquant là encore un château. François, un des héros, surplombe un paysage. Donc j'ai dit François, il rapporte un objet magique de son dernier voyage, qui est un objet en bois. Sandra, Victoire et Maxime se promènent dans un musée de pierres précieuses, qui est le trésor. Louise, après avoir quitté son mari, habite une chaumière dans la forêt. Voilà. Est-ce que il y a un passage en pierre dans la nature dont la forme est celle d'un anneau, que les personnages traversent pour se métamorphoser, enfin toute une série d'exemples. Est-ce que tous ces éléments et événements empruntés au schéma narratif du conte merveilleux, est-ce que vous vous rattachez au conte, ou est-ce que vous avez conscience de tous ces éléments, ou vous les choisissez de façon intuitive? Alors, l'intuition joue pour beaucoup, mais l'aspect conte m'intéresse, et c'est une sensation que j'aime bien au cinéma, être porté par un certain merveilleux, mais un merveilleux aussi qu'on ressent concret, pas un merveilleux de carton-pâte. Moi, c'est ce que j'aime bien ce mot, cet exotisme de proximité, où quand on retrouve le caractère étrange et parfois merveilleux d'un certain quotidien, mais ou cette idée tout simplement oui, enfin, comme les camarades avec qui je travaille, oui, que de faire quelque chose qui soit beau, même si Mais les mots... on a l'impression que vos personnages ne peuvent s'épanouir qu'après avoir rencontré une série d'épreuves. Est-ce que vous construisez des récits initiatiques? Est-ce que vous vous dites... Ah non, non, pas
pas du tout. Un récit initiatique voudrait dire qu'on arrive à un certain Graal. Non, non, non. Moi, ce sont souvent des récits où ce à quoi parviennent les personnages à la fin n'est pas forcément ce qu'ils pensaient obtenir. Et donc, si c'est des comédies, j'aime bien parler, oui, c'est plutôt des échecs heureux. Donc, voilà. On n'a pas ce qu'on désirait, mais finalement, ce qui nous arrive est peut-être intéressant. Et alors, je voudrais aussi aborder des aspects techniques. Vous jouez, hein, vous avez joué dans 7 de vos films, d'après ce que j'ai compris, enfin 7 des longs métrages. Et comment est-ce que vous organisez ça? Alors le fait de jouer, comment vous filmez avec plusieurs caméras? Je sais que vous avez une fidélité, il y a des membres de votre équipe qui sont là ce soir, vous avez une grande fidélité avec vos équipes de tournage. Et comment est-ce qu'on est à la fois devant et derrière? Vous n'êtes pas le seul à le faire, mais comment est-ce que vous vous organisez, vous? Alors, parce que votre déjà, cinéma est très ça fait précis. déjà un certain nombre d'années dans lequel je joue plus. Cette organisation, je l'ai trouvée avec mon équipe et notamment avec le directeur de la photo avec qui je travaille, qui est là. J'allais dire surtout, en tout cas, aujourd'hui, c'est pas la méthode qui me convient le mieux de jouer. C'est pour ça que je joue plus dans mes films. Mais j'ai dit, je joue un peu en fermant les yeux. Ça veut dire que c'est très très difficile de se juger soi-même. Et donc je peux pas te dire. Je procède à travers un système pratique qui est finalement de se lancer et d'avoir un retour par le directeur de la photo, Laurent Desmet. Parfois on regarde un peu sur le moniteur, mais il n'y a pas un réel procédé. Je suis pas même sûr. Voilà, donc c'est un peu quelque chose qui est. C'est un peu quelque chose, oui, que comme je vous dis, je fais en fermant les yeux et qui n'est pas. C'est plaisant de jouer avec les comédiens, mais c'est pas plaisant ensuite de se retrouver au montage. C'est pas plaisant d'apprendre son texte. C'est excitant, mais c'est un peu compliqué. Mais je sais pas si ce que je pourrais dire de très intéressant. Vous travaillez avec des outils classiques. J'avais invité Quentin Dupieux qui disait qu'il utilisait des objectifs classiques sur des caméras numériques tout en faisant toute une série de bricolages. Vous utilisez des outils qui sont disponibles et qui n'ont pas été manipulés par, en tout cas qui ne sont pas des objets hybrides. Ce sont des objets qu'on trouve, des caméras, tout ce que vous utilisez se trouve dans le commerce. Oui. Alors il faudrait interroger justement davantage le directeur de la photographie, mais ça se trouve dans le commerce. Mais je sais que justement pour les choix d'objectifs, c'est une chose plus particulière, plus longue, plus compliquée, parce que il nous arrive de tourner maintenant avec des objectifs qui sont très anciens. Et qui vise justement à moins définir l'image que ce qu'elle est définie aujourd'hui par les nouvelles technologies, et notamment adoucir les visages, les peaux. Et Laurent dit justement que les caméras sont devenues des outils des sortes de caméras dermatologiques, tellement elles sont précises, et elles sont tellement plus précises que l'œil, puis comme c'est grossi au cinéma, qu'il s'agit de trouver un bon rapport. Voilà, pour moi. Et vous vous intéressez à la technique ou vous cherchez ou déjà, puisque vous êtes déjà votre propre scénariste, vous faites beaucoup de choses. Est-ce que en tout cas, le travail du réalisateur, c'est de travailler avec beaucoup de techniciens. Donc, il faut concevoir un petit peu leur travail pour pouvoir bien travailler ensemble. Il ne s'agit pas de le maîtriser, mais en tout cas de le concevoir pour pouvoir ne serait-ce que discuter, dialoguer et comprendre le travail que fait chacun. Et après, je dirais que le travail de la mise en scène a
a aussi une partie technique, c'est aussi un geste. Et c'est un travail sur justement la mise en scène, la mise dans l'espace, le jeu avec le cadre. Et donc je m'intéresse beaucoup voilà, au travail du cadre voilà. Je ne sais pas ce qu'on entend par technique, hein. C'est parce que tout est technique dans le fond. Donc, parce que dans le très complet entretien, c'est vraiment un livre qui est très intéressant, qui a été fait un entretien, donc qui fait plus de... fait 150 pages, hein, donc que vous accordez à Marilyn Alloiger, qui est un entretien d'un rêveur en cinéaste, hein, qui est paru aux éditions Rouge Profond. Vous reprenez la phrase de Jean Renoir, c'est pour ça que je voulais passer à les techniques, c'est que vous dites il n'y a pas de fond, il n'y a que de la forme. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous entendez par là? Alors, pour l'expliquer, sans rentrer dans des explications, je dirais que faisons un parallèle je pense que le cinéma procède un peu comme la musique, d'une certaine manière. Qui joue un grand rôle dans votre cinéma. Oui, mais au-delà, je pense que le cinéma est aussi une forme musicale, dans le sens où on est dans le temps, on est dans des contrastes d'émotions, dans des contrastes d'ambiance, dans des contrastes à l'image, au son, dans des contrastes psychologiques, dans des contrastes dramaturgiques. Et même si ça fait appel à la pensée. Donc ça, c'est peut-être une des premières choses. C'est pour ça que c'est très difficile de parler de cinéma. Aujourd'hui, on parle beaucoup de cinéma en parlant justement du contenu, c'est-à-dire du sujet du film, de quoi ça parle et tout ça. Pour moi, un film évoque, il est là pour évoquer, mais il n'est pas là pour livrer une pensée toute faite. Mieux vaut lire peut-être des articles. Il y a encore les grands articles. Ce ne sont pas des articles qui livrent une pensée, ce sont des articles qui donnent à penser. Après, comme pour la peinture, puisqu'on est aux Beaux-Arts, j'aime bien cette idée, et d'ailleurs la phrase venait de Robert Bresson quand il avait été interviewé dans les années 80. Pourquoi filmez-vous? Et lui, il avait répondu en 2 mots, en disant pour voir. Et je crois à cette idée qu'on voit le monde qu'à travers des formes qui résonnent avec ce qu'on perçoit, mais qui sont des mises en forme. Et une histoire même est une mise en forme d'une série de faits, d'une série souvent de questions morales, en tant que nous tous, animaux sociaux, qui sont à la fois pétris de désirs et en même temps ayant besoin de vivre en collectivité. Donc c'est ça que j'appelle la forme. La forme, ou je le dirais peut-être d'une autre manière, la forme, c'est ce qui va donner une allure aux choses. Et j'aime bien cette idée d'allure, et j'aime bien cette idée qu'un film, un livre, une peinture, une musique peuvent donner davantage d'allure à ce qu'on vit. Il y a quelque chose qui est dans le dernier film de ces personnages qui se racontent des histoires, qui écoutent les histoires des uns et des autres, dont le fait de parler même crée une histoire entre les personnages. Et voilà. Et je crois qu'on a besoin de mettre en forme. En tout cas, moi, je me vois comme à la fois le personnage principal de ma vie, mais devant me la raconter en permanence. Et notre appétit de littérature, de cinéma, d'histoire autour de nous provient de ce besoin en permanence, puisque la vie avance, que contrairement à un roman, il n'y a pas
une fin, il y a toujours un événement qui vient de déstabiliser l'histoire qu'on s'était faite sur sa vie, qui vient de déstabiliser l'allure qu'on s'était donnée. Et voilà pourquoi nous sommes aussi, tout le monde, si avide de l'histoire de films, de peinture et tout ça. D'où votre intérêt pour le style rapporté qu'on le voit dans de nombreux films et qu'on retrouve dans le Mademoiselle de Jonquière, qui s'inspire d'un épisode de Jacques le Fataliste, où là l'intrigue est constamment interrompue, qui est un récit qu'a écrit Diderot sur une longue durée. Et c'est ça qui vous intéresse, ce style rapporté, ce système des histoires qu'on se raconte. J'ai beaucoup de choses que j'aime dans Jacques le Fataliste. C'est à la fois cette liberté dramaturgique de l'écriture, cet art de la parenthèse dans la parenthèse. Mais comme vous le dites, ce sont des personnages qui sont réunis et qui se racontent des histoires pour trouver leur propre histoire et qui s'interrompent. Et je trouve que c'est une très belle image, comme je l'évoquais, en tout cas, de mon ressenti dans notre rapport à l'existence. Ce besoin qu'on a de trouver son histoire et de sans cesse à avoir à la construire et à se servir des histoires des uns et des autres. Et d'où cette écoute aussi qu'on a aussi, très, très importante. Mais, Et pourquoi cette histoire se situe toujours dans l'hétérosexualité? Pourquoi je pense que c'est une question qu'on vous pose souvent, c'est-à-dire pourquoi vous êtes toujours dans cette binarité? Est-ce que pas dans mon prochain film là, que j'ai quasiment terminé, donc vous ne me direz pas poser la question un an plus tard, donc c'est pour ça que je vous réponds ça. Et il n'y a pas vraiment de pourquoi, parce que c'est pas le sujet, et je pense que le sujet c'est le désir et pas forcément le désir. Et je crois que dans un sujet de désir, moi je peux très bien me mettre à la place de quelqu'un qui d'un autre genre ou qui a une autre sexualité, et que on s'investit dans toutes sortes de personnages au cinéma, et qu'on voilà. Mais après, ce n'est pas le sujet. Je parle ni de. J'ai pas l'impression de parler de l'hétérosexualité comme de l'homosexualité ou d'autre chose. Je parle du désir et de comment on fait avec le désir et la morale, parce que ce sont des personnages qui se posent des questions morales d'une certaine manière. Donc c'est. À propos de morale, je voudrais vous montrer une troisième séquence, qui est une séquence qui évoque une certaine idée de la sagesse, qui est un dialogue entre Camélia Jordana et Neil Schneider, et qui est donc emprunté à votre dernier film, qui est sorti donc en 2020. Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Est-ce qu'on peut baisser la lumière plutôt, si j'arrive à l'enclencher? Gentil. Et voilà, là on va être sur un bug. Longtemps j'ai pensé qu'il me manquait une grande blessure sentimentale pour bien écrire. Alors j'ai déménagé et je me suis enfermé pour écrire, mais non, rien ne sortait, rien, c'était comme une humiliation de plus. Après le déménagement, j'ai plus de nouvelles ni de Sandra ni de Gaspard. Il n'en est jamais eu depuis. C'est comme si j'existais plus pour eux. Mais toi, tu es surtout malheureux parce que tu as perdu un ami ou parce que tu es encore amoureux de Sandra? Je suis pas sûr d'avoir aimé Sandra. Je l'ai désiré, oui, mais aimer, c'est plus difficile à dire. Parfois, j'ai l'impression que je l'ai aimé et parfois que je l'ai jamais aimé. Je sais pas exactement ce que j'ai vécu avec elle, on se disait pas grand-chose. Si j'étais certain de l'aimer, les choses seraient plus simples, j'aurais une raison noble d'être malheureux, mais ce qui me blesse véritablement, c'est le sentiment de honte que j'éprouve à l'égard de moi-même. En me laissant aller à cette attirance que j'avais pour elle, j'ai trahi un ami et je me suis humilié moi-même. Mais regarde, les livres et les films nous montrent qu'on n'est souvent pas grand-chose face au désir.
que c'est humain de ne pas pouvoir résister. Mais non, c'est pas humain, justement. Être humain, c'est être capable de résister. Il y a des livres et des films qui montrent aussi des personnages qui savent résister. Ce qui est certain, c'est que je ne veux plus jamais vivre une histoire comme ça. Plus jamais. Je vais me coucher. Bonne nuit. Bonne nuit. Excuse-moi de t'embêter encore avec cette histoire, mais j'ai l'impression que tu prends beaucoup sur toi. Tu sais, ce qui est arrivé, c'est aussi à cause de Sandra. C'est moi qui lui ai montré mon envie. Sinon, j'aurais pas suscité la sienne. C'est pas une faute que de montrer son désir. Dans certaines situations, si. Ça signifie pas passer à l'acte. Ça peut être un élément déclencheur. C'est allumer une mèche. Mais c'est trop triste un monde dans lequel on cache le plaisir que l'autre nous procure. Je pense que parfois, on peut montrer son désir sans pour autant chercher à le vivre, même si on est en couple. L'important, c'est la façon qu'on a de le montrer. C'est un regard qui dit « Oui, je te désire. Oui, tu me désires. Nous ne pouvons pas vivre ce désir, parce que nous sommes déjà pris. Et c'est pas grave. Je suis tout de même très heureuse de t'avoir croisée. Bonne nuit. Bonne nuit. On voit que le bon cinéma, ça résiste à tout, même à un son très médiocre et à une image qui n'est pas de qualité. Je suis désolé de montrer des images dans ces conditions, mais ce que je retiens, c'est cette magnifique chose que dit Camélia Jordana sur la rencontre, sur le désir. Et je me suis demandé si vos personnages n'étaient pas à la recherche d'une forme de sagesse qui était censée les conduire au bonheur. Est-ce que ce bonheur qui pourrait être même assimilé à une certaine vision de l'amour, vos personnages sont malmenés par leur propre maladresse ou par les autres, mais finissent toujours par se relever sans aucune aigreur, sans aucune rancœur et poursuivent leur route. Est-ce que ça sous-entend que le bonheur n'est peut-être pas subordonné aux autres dans la relation amoureuse, mais viendrait d'une acceptation de ce qu'il advient? Non, alors il n'y a pas de... Je présente des personnages qui ont aussi parfois, justement, et c'est ce qui fait l'articulation dramatique, des idées et des points de vue véritablement opposés. Donc j'ai pas le sentiment qui aurait voilà, ni même une recherche. Peut-être certains peuvent avoir une idée du bonheur, mais c'est pas une question qui anime. Enfin, peut-être je me trompe, hein, les personnages, parce que le bonheur, en tout cas dans une relation de désir, c'est l'autre. C'est un bonheur de la rencontre. Donc je pense que je m'intéresse davantage au désir qu'au bonheur. Mais pourtant avec... Ou au rêve, peut-être au rêve de bonheur, mais le bonheur c'est souvent l'être désiré. Voilà. Avec Marilyn Aligier, vous évoquez aussi, donc, dans cet ouvrage que je citais tout à l'heure, vous parlez des stoïciens. Il y a donc cette idée de s'arranger avec... de trouver son bonheur dans les petites choses de la vie. Alors, je sais plus à quel passage ça se réfère. Il y a quelque chose, en tout cas, chez les personnages qui, en effet, veulent être sages, veulent ne pas être touchés, quelque chose que je trouve dramatiquement très intéressant, puisqu'il y a une certaine forme à la fois d'effort, de retenue. Je trouve que ce sont des de victoire sur eux-mêmes. Ce qui est intéressant, c'est un stoïcien qui est à l'épreuve, ou qui pourrait être justement à l'épreuve du désir. Donc c'est entre le mot d'ordre
et ce qu'on peut. Il y a une tension, et moi ce qui m'intéresse, c'est cette tension, et c'est comment ensuite les personnages tentent, par des montages un peu parfois particuliers ou singuliers, se sortir de situations moralement difficiles. Mais vous vous intéressez aux choses modestes du quotidien. On voit quand même pas beaucoup de poursuites de voitures chez vous. Et puis il y a aussi quelque chose qui m'étonne, c'est bon, ça on peut parler du quotidien, mais c'est que le sexe est toujours hors champ chez vous. Est-ce que c'est parce que vous vous intéressez qu'aux événements mineurs que vous considérez que le sexe est un événement majeur et du coup il n'est pas présent à l'écran ou... Oh, il n'est pas présent à l'écran parce que je pense que c'est compliqué de faire Ce qui est intéressant à l'écran, c'est le suspense, c'est-à-dire c'est l'attente. C'est de se dire qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va se passer. Et quand deux personnes qui se désirent, on va dire, coïncident, le moment où ils coïncident dans leur désir, ben, il n'y a plus d'attente. Ça veut dire qu'on devient, à la rigueur, on n'attend plus, on devient voyeur. On change de statut de spectateur. Ou alors, dans ce cas-là, il faut avoir, on va dire dramatiquement, organisé du suspense. C'est-à-dire, comme chez Paul Verhoeven, dans Basic Instinct, ils font l'amour, mais ils risquent de se prendre un pic, de mourir et de se prendre un pic dans le dos. Donc du coup, là, il y a une scène de sexe qui est intéressante, parce que on n'est pas que dans l'accomplissement d'un désir, mais il y a un danger. Voilà. Donc, mais chez Keshish, par exemple, on filme la scène d'amour parce que peut-être qu'il y a toujours un danger à s'aimer, un danger à être dans la sécurité. Ouais, voilà. Après, c'est quelque chose qui s'organise dramatiquement, un suspense. Mais moi, c'est toujours la question du montrer et du pas montrer. Voiler, dévoiler. Exactement. Parfois où les scènes de sexe peuvent être, si elles ne sont pas organisées dramatiquement, finalement, on est dans une situation passive. Je trouve ce qui est intéressant pour un spectateur, c'est quand même une situation active et que il essaye de voir où vont les personnages, il essaye de deviner la pensée des personnages, mais quand tout lui est donné comme ça et il est juste dans le spectacle de la chose, c'est une autre chose, c'est un spectacle peut-être plus plastique et moins dramaturgique. Donc j'aime qu'on soit en attente, et peut-être je préfère je préfère un rapport plus érotique quelque part aux choses. C'est ce que vous vouliez dire tout à l'heure quand vous parliez de forme et de fond aussi, où la forme appartient au metteur en scène et le fond appartient au regardeur, et donc c'est une manière aussi de donner la liberté. Oui, ben c'est très bien. Ouais. Voilà, moi j'ai fait plein de détours pour raconter quelque chose, vous le dites finalement très simple. J'aurais dû répondre, ça vous aurait épargné tous ces détours, oui. Le lieu du cinéma, selon moi, je pense selon d'autres personnes aussi, c'est l'imaginaire du spectateur. Donc, et c'est en ça que vous êtes politique, c'est-à-dire vous écartez l'autoritarisme. Vous seriez un cinéaste politique au sens où vous laisseriez aux spectateurs, aux regardeurs, la liberté d'interpréter les choses. Mais c'est à partir du moment où on laisse une place à l'imaginaire du spectateur que, quelque part, il peut se tresser quelque chose entre son intimité et l'histoire du film. Sinon, le film passe et dit tout ce qu'il y a à dire. Tout est dit. On le reçoit comme quelque chose, voilà, c'est tout cuit, puis c'est déjà prédigéré. Non, ce qui est beau dans une œuvre, c'est quand il y a une part aussi, quand il y a une part de cachet, oui, et d'intime, où son intimité s'entrelace, se mélange, s'entremêle, je ne serais pas...
Je, je voudrais aussi parler de vos courts-métrages, parce qu'il y a une chose très étrange chez vous, c'est que vous faites des longs, vous avez fait un moyen, mais bon ça c'est normal, c'était le film de sortie Fémis, mais il y a beaucoup de courses grâce au DVD, on a des bonus. Et là, par exemple, j'ai vu que vous aviez fait La Promesse dans le décor de Mademoiselle de Jonquière, j'imagine. Vous en avez profité pour faire autre chose. Et il y a toute une série de courts-métrages que vous faites entre les films. Alors, quand, Quel rôle jouent ces courts-métrages? alors, quand je faisais des courts-métrages, et d'ailleurs c'est pour ça que mon film de fin d'études est long, c'est que je me disais c'est dans la durée qu'un film existe. Et je détestais les courts-métrages par rapport à ce côté un peu trop souvent que je trouvais trop gag, trop fermé, trop petit. Enfin, et c'est en faisant L'Art d'aimer, dont vous avez présenté un extrait tout à l'heure, où j'avais plusieurs idées de long métrage, et je me suis dit je vais prendre vraiment les moments essentiels qui m'intéressent dans ces idées. L'Art d'aimer ressemble un peu à un film où des histoires sont un peu satellitaires les unes par rapport aux autres, où il y a une réunion thématique, un peu comme un film à sketch peut-être. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à tourner des histoires qui étaient parfois assez courtes, en allant directement vers ce qui me plaisait. Et avec mes collaborateurs, quand on a du temps et dans notre vie et entre deux films, et notamment on en a eu entre le film Caprice et Mademoiselle de Jonquière. Et donc, dans ce temps-là, puisque pour nous, finalement, plus qu'une semaine, une semaine de tournage ensemble nous fait davantage plaisir que de partir en vacances et tout ça. Donc on a fait Qu'est-ce que pensent les collaborateurs? Ils ne répondent pas. Courts-métrages comme ça. Et on a appris beaucoup de choses. On s'est un court-métrage. Voilà pourquoi en tout cas j'ai refait des courts-métrages. Mais c'était surtout au départ grâce à L'Art d'aimer et au fait aussi grâce à ces nouvelles technologies qui nous permettent aussi de tourner des films avec aussi des courts-métrages, hein, parce que ça c'est possible que sur une durée très courte, avec quelques amis. Et qu'est-ce que vous nous préparez alors? On peut aborder, c'est quelque chose de secret? Quel est votre prochain film? Là, le prochain film s'appelle Chronique d'une liaison passagère. C'est un film avec à nouveau Vincent Macaigne et Sandrine Kiberlin. Et c'est tout est contenu dans le titre. C'est le récit de deux amants. Un homme marié qui a des enfants, Vincent Macaigne, et Sandrine Kiberlin, une femme qui a un enfant jeune mais qui a deux enfants grands, mais qui est séparée, qui a plus du tout envie de se remettre en couple, elle en a soupé. Et lui qui n'est pas du tout prêt à avoir une aventure, parce que il aimerait, mais ce qui lui fait peur, c'est que ça mette du bazar dans sa vie. Puis elle dit, mais s'il se passe quelque chose, c'est vraiment que pour le plaisir, on ne projette rien. Voilà. Et c'est cette relation, on va dire, un peu idéale de deux amants qui ne se voient que pour le plaisir et sans rien projeter. Mais ils s'entendent. C'est vous qui avez scénarisé. Ils s'entendent très très bien. Voilà c'est vous qui avez scénarisé encore une fois. Alors vous non, êtes fait aider par rapport cette non. J'avais participé. On m'a proposé d'animer un atelier d'écriture. C'était en 2015, et parmi les quelques participants, il y avait un comédien, Pierre Giraud, qui avait écrit deux scènes qui me plaisaient beaucoup. J'aimais beaucoup les personnages. Je l'ai encouragé à continuer. Il a continué pendant quelques mois. J'ai essayé de l'orienter, en tout cas, pour construire quelque chose. Et puis, à un moment donné, il dit, voilà, Puis je lui dis, est-ce que je peux reprendre là, les quelques scènes, les personnages, pour en construire un scénario ensuite à ma façon. Et puis voilà, donc c'est un scénario un peu à quatre mains, c'est un peu nouveau. Enfin, ceci dit, j'avais très librement adapté Diderot. Et voilà comment, je sais pas si ça en dit. Vous ne jouerez pas dedans? Non. Je ne jouerai pas, je ne jouerai plus jamais. Ah oui, ça c'est une décision. C'est une décision. Et même pas pour d'autres? Si. Bon. Je dois d'ailleurs jouer prochainement dans un film. Voilà.
Très bien. Je vais passer la parole au public s'il y a des questions. Bonsoir. Ah ouais. Ah d'accord, ok. Il marche? Oui, il marche. Mademoiselle de Jonker, pour moi, c'est un film que je mets en haut d'en haut, avec quelques autres, mais pas beaucoup. Comment ça vous est venu, cette idée? Parce qu'il est quand même très différent de ce que vous aviez fait avant. C'est venu très vite, ou quoi? Quelqu'un vous a mis Diderot sous le nez ou... Alors, ça, c'est grâce à Frédéric Niedermeyer, mon producteur qui est ici présent, qui m'avait dit après Capri, ça serait bien que tu fasses un film en costume. Si possible, un film 18e. Et moi, il y avait ce passage, cette histoire de Madame Pommeray que j'avais remarqué il y a fort longtemps, mais qui m'empêchait à cause de l'adaptation de Robert Bresson. Et après, de songer que ça puisse être au 18e, et puis parce que c'est une histoire qui vraiment m'intéressait beaucoup. Voilà, j'ai tenté, on va dire, tenté une première version et de scénario, et qui a intéressé Frédéric. Et donc ça m'a donné confiance. Et voilà, mais si je résume, ça serait ça. Et parce que aussi, alors, bizarrement, le film n'a rien à voir avec Jacques le Fataliste et son maître dans le sens, dans la nature du récit. Il n'a pas cette liberté enfin, le récit ressemble de Madame la Pommeray, mais pas la nature du roman de Jacques le Fataliste. Mais c'est aussi un roman qui m'a et qui tout le temps m'inspire d'une certaine manière. Et Diderot en général, peut-être? Voltaire, peut-être? Diderot, bien davantage que Voltaire. Son ton, son goût pour le paradoxe, une façon peut-être moins d'écrire que je trouve moins assuré dans le sens que Voltaire, au moins donneur de leçons. Donc oui, et puis un esprit à la fois plein d'humour, d'invention, de fantastique, et en même temps très 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 ancré, et qui a ce goût de, voilà, pour moi c'est quelqu'un qui est capable de faire c'est un cinéaste, voilà, de voir les choses de très loin puis de suite de très près. C'est quelqu'un qui est capable, voilà, d'une très grande empathie, voilà. Et donc oui, c'est bien davantage Diderot que Voltaire. Bonsoir. Bonsoir. Octave, le personnage de La Règle du jeu, de Jean Renoir, à un moment dit ce qui est terrible sur cette terre, c'est que tout le monde a ses raisons. Et je me demandais si, concernant votre cinéma, on pourrait dire ce qui est formidable sur cette terre, c'est que chacun ait ses raisons. Est-ce qu'on pourrait appliquer plutôt cette phrase-là? Oui, je ne sais pas si c'est formidable. Il y a quelque chose, évidemment, cette idée-là est une idée auquel on est enfin, en tout cas, je suis personnellement très, très attaché. Il y a quelque chose que j'aime au cinéma, enfin, qui m'intéresse, c'est en effet, parce que ça se retrouve assez souvent dans les films, des personnages qui sont pleins, quelque part, de bonnes intentions, dans lesquels on peut avoir, en tout cas, nous, pas mal d'empathie, et néanmoins, ça reste très compliqué. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression de faire des films où tout est fantastique, et j'aime qu'on aime les personnages,
Je ne fais pas des films en soi tragiques, mais pour moi, il y a un tragique. Il y a un tragique, ça n'empêche pas que tout soit très compliqué. Voilà, c'est que j'aborde pas des thèmes tragiques, mais je trouve ça plus fort, en tout cas, qu'il y ait, en tout cas, du drame, alors que tout le monde essaye de bien faire. Je dirais que c'est ça qui m'intéresse. Voilà. Après, je ne sais pas si mes films se finissent bien. J'essaie de faire des films qui se finissent bien et mal, d'une certaine manière, enfin, ou qui ont des fins assez paradoxales. Et d'ailleurs, souvent, chacun y va de sa propre interprétation. Après, je ne fais pas des films graves, voilà. Mais justement, je poursuis dans cette idée, puisque les deux derniers, où il n'y a plus de burlesque, pratiquement, hein, Mademoiselle de Jonquière et Les choses qu'on dit, et on sent un côté mélodramatique beaucoup plus fort, hein, surtout par rapport à la musique, qui a une importance très importante dans vos films. Par exemple, dans l'extrait qu'Alain Berland a passé tout à l'heure, hein, on était plus dans une musique qui appuyait le comique, alors que dans le dernier, on est dans Debussy, Chopin. Je dirais, pour forcer le trait, est-ce qu'on n'est pas du côté Douglas Sirk, un peu de mélodrame, et on sent une évolution comme ça au fil de vos films. Est-ce que oui, bon, après, c'est une. Je ne sais pas si c'est une évolution ou pas. Je ne mettrai pas de jugement, enfin en tout cas de valeur. Après, il n'y a pas En effet, c'est ce qui se produit. Tout à l'heure, je parlais du cinéma burlesque qui m'a énormément marqué dans ma jeunesse et dans mon adolescence, et qui pour moi a une forme tragique aussi, parce que chez Keaton et Chaplin, c'est aussi un cinéma pour moi tragique, mais j'aime aussi des grands auteurs de mélodrames, justement comme Douglas Sirk ou John Stahl ou Minelli ou Léo Macaré qui ont pu aller un peu dans ce double sillon. Et chez mes cinéastes aussi que j'aime éperdument, comme Lubitsch ou Billy Wilder, il y a toujours un cinéma qui est sur le fil entre la comédie et le mélodrame. Voilà. Et le choix de Alice Isaz, comment ça s'est fait? Oh, le choix des comédiens, on va remprunter une phrase de Jean Renoir qui dit la direction d'acteur, 80% de la direction d'acteur, c'est du casting d'une certaine manière. Donc ça s'est fait en général. Pour chaque rôle, j'essaie de rencontrer différents comédiens. Alors je l'avais remarqué et ça a été, oui, ça a été assez immédiat. Mais après la distribution aussi est un travail, j'allais dire très empirique, de tâtonnement, qui n'a rien à voir avec une réflexion qui peut être préalable. C'est très intuitif et puis c'est aussi organique dans le sens où c'est quelque chose qui s'associe avec les autres comédiens. C'est quelque chose qui met souvent beaucoup de temps dans la fabrication d'un film et auquel d'ailleurs le producteur Frédéric Niedermeyer participe activement. Donc voilà. Plus de questions? Oui, bonsoir. Bonsoir. Quand je regarde un de vos films, je sais que je vais avoir à écouter beaucoup de musique parce qu'elle est très présente et parfois même la musique va se superposer au dialogue jusqu'à presque les étouffer.
Et je me posais souvent la question, justement, quand j'étais dans ces moments-là, qu'est-ce que vous attendez de cet effet? Et qu'est-ce que vous attendez particulièrement, justement, de la musique? Ce sont des pauses musicales, ce sont des intermèdes, ce sont des illustrations. Souvent, elle est choisie, d'ailleurs, dans la même tonalité que les dialogues. Alors, je me rends pas compte nécessairement qu'il y ait tant de musique. Je sais qu'elle n'étouffe pas le dialogue. Je répondrai deux choses. J'aime bien, je le dis souvent, cette idée que la musique, pour moi, procède un peu comme une voix off. Comme les voix off, parfois, accélèrent les récits. À la fois, donnent la main au spectateur et accélèrent le récit et même le complexifie. On voit une chose et puis d'un coup, un Chopin peut rendre encore plus délicat ce qui se passe entre deux personnages, et en même temps donne immédiatement quelque chose du sentiment qui se passe, et je trouve que on va plus loin quelque part dans le récit, et ça me permet d'aller plus vite dans la narration. L'autre chose aussi, c'est que je crois que je le saisis peut-être avec le temps, que j'ai peur du silence au cinéma. Alors petit à petit, peut-être je m'autorise, et comme je joue plus les personnages, les autres acteurs peuvent apprendre plus de textes que j'aurais pu en apprendre, et ce qui me permet de disons que je dirais qu'il y a les films où c'est la parole qui fait événement, et moi j'aime plutôt les films les films que j'ai envie de faire, c'est plutôt le silence qui crée l'événement. Voilà. Et donc parole et musique, peut-être, ils sont assez pleins pour qu'il y ait ces moments de silence. J'ai encore une question. Vous parliez tout à l'heure de la durée importante du film, court-métrage, moyen-métrage, long-métrage. Est-ce que vous seriez tenté de raconter une histoire sous la forme d'une série? Alors oui, je me suis posé beaucoup la question. Et je me suis aperçu que ce qui est une des choses qui est ce qui me plaît au cinéma, enfin ce qui est très différent, c'est que dans la série, on jouit dans le temps de la présence, de côtoyer des personnages. Mais je m'aperçois que ce que j'aime au cinéma, c'est que lorsque le film se termine, qu'on puisse se refaire le trajet. Et c'est pour ça que cette idée de conte moral, peu importe, mais j'aime bien cette idée, on sort de la salle, on vient de finir, et on reprend le trajet. Il y avait une situation au début, et on finit avec une situation. Dans une série, très souvent les choses deviennent arbitraires. Ça dure, si bien qu'on a oublié les postulats de départ, on a oublié, et c'est comment le personnage va se dépêtrer de cette situation, mais il va y en avoir une autre, et puis il va y en avoir une autre, et il va y en avoir une autre, et tout ça. Et tout est beaucoup plus lent aussi dans une série. C'est lent, c'est très, très, très... Voilà pourquoi je suis encore attaché au cinéma, parce que j'aime cette idée d'un fil tendu jusqu'à la fin. Et d'ailleurs, ce qui est très difficile dans un scénario de film, c'est ce côté tendu jusqu'à la fin. Et lorsqu'on arrive, voilà, il faut qu'à la fin, voilà, quelque part, tout soit répondu. Souvent, je dis que les films reposent, comme la Tour Eiffel repose sur ses pieds, les films reposent sur leur fin. Et c'est ce qui est difficile dans la construction, et très long dans la construction d'un scénario. Et donc, c'est pour ça que je crois que le cinéma a aussi encore un peu d'avenir. Et que c'est voilà, que c'est un autre rapport. Donc si je faisais des séries, je ferais des séries de petites histoires. Voilà. Mais, merci. Merci. Eh bien, merci. Merci.